Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à cette table ronde Digital Skills and Job Coalition. Donc cette table ronde fait suite au projet européen Digital Skills and Coalition pour la montée. L'objectif, c'est la montée en compétences numériques au sein de l'Union européenne. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Babinet, Digital Champion auprès de la Commission européenne. Madame Saskia van Uffelen, Digital Champion et CEO d'Ericsson Belux et coordinatrice de la coalition belge. Aïda Milan Hidalgo, qui est coordinatrice de la coalition espagnole. Et Jérémy Simon, qui est directeur de mission, rattaché à la direction générale du MEDEF. Bonjour à tous. Bonjour. Tenez, vous avez le micro ? Vous avez un micro ? C'est bon. Alors, je vais commencer par donner la parole à Gilles Babinet, qui va nous expliquer les enjeux stratégiques de la montée en compétences au sein de l'Union européenne, compétences numériques, pour aider les organisations à faire face aux grands enjeux qui les attendent. Bonjour Gilles. Bonjour, merci d'être ici pour discuter de ce sujet passionnant qui est celui de la révolution digitale. Pourquoi est-ce que le capital humain est un élément déterminant dans cette révolution ? Eh bien, vous vous en doutez, parce qu'elle fait appel à des compétences nouvelles et parfois des compétences qui sont profondément différentes de celles qui préexistaient. Et je crois que c'est une notion qui a été assez évidente très tôt, dès que la Commission et les institutions européennes ont commencé à s'intéresser à ces sujets. Alors, je voudrais faire un rapide parallèle avec ce qui s'est passé il y a aujourd'hui 120 ans, parce que je crois que c'est très éclairant. On a aujourd'hui des historiens de l'économie qui nous ont éclairés sur ce qui s'est alors passé et qui nous aident finalement à avoir une action plus efficace aujourd'hui. Donc il y a 150 ans, à peu près aux alentours de 1850, l'ensemble des techniques de la deuxième révolution industrielle ont été inventées, à savoir le moteur électrique, le moteur à explosion, le télégraphe, la chimie fine et d'autres encore. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert a posteriori, les économistes se sont aperçus a posteriori que pour que cette technologies se transmettent dans la productivité, qu'on puisse les mesurer, eh bien, il a fallu pratiquement 60 ans. On a commencé à voir ça aux alentours des années 1920. C'est une période de forte croissance de la productivité au travers de ces nouvelles technologies. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi on a mis beaucoup de temps à avoir ces gains de productivité, on s'aperçoit qu'entre les deux, il a fallu créer l'école publique obligatoire, créer des compétences et des formations extrêmement spécifiques. Et on s'aperçoit que si on essaie de comprendre ce qui fait aujourd'hui la différence entre nous et les États-Unis, c'est notamment cette compétence. Alors vous avez, c'est facile pour vous d'y accéder. Sur Internet, vous tapez Time Higher Education. Vous avez un baromètre de l'ensemble des compétences. Vous rentrez dans le chapitre Computer Science et vous allez voir, et malheureusement c'est évidemment regrettable, qu'en matière d'écoles qui sont considérées dans le top 50, il n'y en a que 4 qui sont sur l'Europe continentale, alors qu'il y en a 47 sur le top 100, il n'y en a que 4, alors qu'il y en a 47 qui sont aux États-Unis. Donc ça ne fait pas tout, mais ce sont des indicateurs qui sont évidemment intéressants. Et pour autant, et je crois que c'est vraiment important de le dire, lorsqu'on fait des comparaisons un peu bancales, certes, sur la qualité du capital humain qui est disponible dans les 3 grandes zones, la Chine, les États-Unis et l'Europe, on s'aperçoit que c'est de loin l'Europe où il y a le plus de capital humain, au travers du baromètre LMD, licence, master, doctorat. Le problème qu'on a, c'est que ce capital humain n'est pas pour l'instant orienté de façon suffisante vers le digital. Donc si, par exemple, on prend le domaine des data scientists, le patron de l'Ecom Subtélécom Paris me disait il y a quelque temps, à l'échelle de la nation, on forme 1500 personnes. Les besoins, c'est plutôt aux alentours de 4500, 6000 personnes. Et c'est probablement vrai dans l'ensemble des compétences digitales. Donc la question, c'est savoir mesurer, savoir former, et au travers de savoir former, quoi former, et donc comprendre quels sont les enjeux, et en profiter pour changer le référentiel. Alors quand je parle de changer le référentiel, c'est évidemment pas
uniquement changer la compétence qu'on apprend, c'est pas apprendre uniquement le code, mais c'est aussi parce que il y a une révolution qui, au-delà d'être technologique, est extrêmement culturelle. C'est aussi changer la façon dont on manage, la façon dont on collabore, la façon dont on travaille, dans ce qu'on appelle les soft skills, mais qui s'avèrent absolument déterminants dans la révolution digitale. Alors je vais donner un chiffre, qui est sans doute le chiffre qui, dans toute mon histoire de réflexion à l'égard des politiques publiques, est le chiffre le plus frappant. Vous prenez l'ensemble des unicorns qui existent aux États-Unis. Vous en avez aujourd'hui aux alentours de 108. Et ces unicorns, 60% des fondateurs de ces unicorns sont passés par des écoles alternatives. Généralement Montessori, 40% Montessori, puis 20% par des écoles alternatives. Et alors, pourquoi est-ce que c'est évidemment intéressant et remarquable? Parce que ces écoles alternatives, elles représentent probablement moins de 1% des formations primaires, collèges et secondaires qui existent aux États-Unis. Pour autant, elles sont surdéterminantes. Alors évidemment, il y a une question d'origine, du milieu d'où on vient, et donc de reproduction sociale, mais pas que. Et il semblerait également que les notions de collaboration, d'imagination, d'innovation de rupture soient extrêmement présentes dans les parcours de ces écoles. Donc toutes ces notions, ce sont des notions qui sont essentielles à comprendre et qui vont nous permettre, si on arrive à avoir une planification judicieuse de ces enjeux, de créer un système éducatif du XXIe siècle qui permette de faire des gens qui soient particulièrement adaptés au monde qui vient. Et évidemment, c'est absolument déterminant. Donc je dirais en conclusion, je crois que c'est important de garder ça à l'esprit. Pour moi, c'est une révolution de temps long. C'est-à-dire ceux qui croient que la guerre est perdue confondent la guerre et la bataille. C'est-à-dire que c'est pas si aujourd'hui on est sur les quelques paramètres que l'on peut mesurer, comme par exemple le nombre d'unicornes, très nettement en retard. Ça n'est pas pour autant qu'il faut penser que l'Europe a historiquement perdu. Non, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on part plus tard. Les États-Unis sont partis aux alentours de 1993 avec Al Gore et les autoroutes de l'information. La Chine est partie aux alentours de 2004-2005 en investissant massivement dans des programmes militaires digitaux. Et nous avons aujourd'hui clairement une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus claire de ce qu'il convient de faire en termes politiques au niveau européen. Et je crois que la prochaine mandature sera vraisemblablement extrêmement orientée sur le digital. Et donc si on a des politiques publiques qui sont unifiées, qui sont intelligentes, si on a la capacité d'avoir des registres unifiés de compétences au niveau européen, on pourra sans doute réussir à faire l'Europe que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire un modèle qui est différent de celui qui existe aux États-Unis ou de ceux qui existent en Chine, qui sont, on le lit tous les jours dans les journaux, pas exemptes de défauts. Et c'est ça, je crois, qui doit aujourd'hui nous motiver. Et c'est évidemment la raison première d'être des coalitions digitales qui existent dans un grand nombre de pays européens aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Jérémy Simon, donc, qui va nous présenter la coalition française et nous dire quelles sont les avancées à la matière et faire peut-être un appel à participation pour collaborer pour cette montée en compétences. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Juste, je fais un petit pas en arrière pour qu'on puisse tous comprendre un petit peu d'où vient cette coalition nationale française. C'est parti d'une stratégie globale de la Commission européenne qui a été rendue publique en fin 2016. Donc, qui a rendu une stratégie pour les compétences en Europe en 10 axes. Et le troisième axe, c'était justement de promouvoir la création de coalitions nationales au sein des États membres. Donc la Commission européenne incitait l'ensemble des parties prenantes intéressées sur le sujet des formations et du numérique à faire ce qu'on appelle des pledges, à devenir pledgers, donc des engagements donc dans tel ou tel domaine pour adresser telle ou telle cible avec tel ou tel objectif. Je crois de tête qu'aujourd'hui on en est enfin la Commission européenne a fait le compte de 320 engagements. Et le deuxième moyen qui était proposé, c'était justement d'inciter les différents États membres de l'Union européenne de construire, enfin de constituer, de créer des coalitions nationales en leur sein, selon leurs propres modalités, pour justement viraliser la question importante de la montée en compétences numériques des citoyens européens.
Alors, à partir de là, décembre 2016, premier semestre 2017, une quinzaine de pays de l'Union ont créé leur coalition nationale, dont d'ailleurs la Belgique et l'Espagne. Et nous sommes arrivés, nous, aux alentours de fin septembre dernier, à créer notre propre coalition. Donc le MEDEF en a pris le lead, mais en même temps, c'est vraiment dans un objectif d'ouverture très large. À partir de là, nous avons recruté nos partenaires et nous avons mis en place un certain nombre d'actions que je vais vous présenter rapidement un petit peu après. Alors, juste par rapport à la place de la France au niveau du numérique, il y a énormément de choses, de rapports, d'études, de statistiques, etc. Moi, j'ai juste eu besoin à un moment de retrouver un chiffre simple, tout simple, qui vient de sortir. Bon, voilà. Donc, je me suis référé à au dernier rapport d'état d'avancement de la France dans le numérique au niveau européen, qui est un rapport qui est rendu tous les ans par la Commission européenne, et qui fait une dizaine de pages, qui est assez accessible. Et au global, on arrive 16e sur 28. Alors les 5 indicateurs qui sont analysés par les services de la Commission européenne sont assez classiques. Le premier, c'est la connectivité, la couverture réseau. On n'est pas très bon. Le deuxième, c'est le capital humain. C'est mitigé. Le troisième, c'est l'utilisation de l'Internet. Peut mieux faire. Le quatrième, c'est la modernisation des services publics en ligne. Là, on n'est pas trop mal, pas trop mauvais. Et le dernier, où on n'est pas bon du tout, c'est l'intégration numérique au sein des entreprises. Donc ce chiffre est assez intéressant parce qu'au moins il a le mérite d'être assez clair, assez bien circonstancié, argumenté, et justifiait la création de cette coalition nationale parmi d'autres acteurs dans le paysage. Là, on essaie de rester à notre place et au contraire de faire en sorte que la mayonnaise prenne et qu'on puisse avancer dans cet axe. Alors, le rôle est triple. Le rôle de cette coalition nationale française est triple aujourd'hui. L'idée, c'est que dans un premier temps, on fédère. On essaye de faire en sorte que nos partenaires, qui regroupent d'ailleurs des organisations de nature très différente, puissent se parler à échéance régulière. Donc aujourd'hui, on est à peu près une soixantaine de membres qui sont plus ou moins actifs dans nos plénières et dans nos groupes de travail. Donc on regroupe des personnalités diverses, des organisations de différents milieux. Alors j'ai en tête des associations du numérique, des syndicats de salariés, des organisations professionnelles, des services, des ministères français, notamment le ministère de l'Éducation nationale, etc. etc. Et donc le premier rôle de cette coalition est déjà de fédérer, de faire en sorte que les gens se parlent, déjà, échangent. Donc c'est une organisation de réseautage. Le deuxième rôle est d'essayer d'élaborer un état des lieux, de savoir qu'est-ce qui existe, donc de cartographier un petit peu les initiatives, les bonnes pratiques qui peuvent exister, pour essayer d'avoir une idée un peu claire de ce qui se passe en France. Et le troisième et dernier rôle, c'est de promouvoir et médiatiser par des moyens de communication assez classiques toutes ces bonnes pratiques, ces initiatives, pour ensuite être capable de pouvoir les généraliser et en faire des projets un petit peu plus concrets et structurants. Donc c'est ambitieux, on essaie de se donner les moyens d'y arriver, on est assez jeune finalement, on a 6 mois d'existence, mais on a déjà réussi à organiser cette mise en réseau, les gens se parlent, les retours que j'ai de nos partenaires sont relativement positifs et enthousiasmants. Donc on essaie de prendre notre place dans le paysage, de démontrer notre utilité parmi les différents acteurs, sans avoir l'ambition de se substituer à l'un ou à l'autre. On propose une mise en réseau et on essaye d'identifier des projets qui pourraient être éventuellement incubés, expertisés et proposés au pouvoir public. Finalement, c'est un partenariat public-privé, une sorte de véhicule de lobbying politique qu'on essaie de faire vivre avec des moyens de nos membres. Est-ce qu'il y a une dimension un peu tutorat des plus petites structures, des PME, pour le partage des bonnes pratiques ?
Alors oui, on essaye de... Alors on a commencé en fait, quand on l'a lancé, cette coalition, on a fait un appel à contribution, tout bêtement, via un formulaire en ligne à remplir sur notre site internet. Bon, on n'a pas eu beaucoup de succès. Alors on essaie de viraliser cet appel à contribution. On compte aussi sur nos partenaires tête de réseau pour dupliquer. On a réussi pour effectivement essayer d'impliquer les TPE, PME, notamment plutôt assises au niveau local. On a relié aussi via notre réseau de correspondants régionaux de la formation professionnelle. On a eu des réunions avec 2 régions, la Bretagne et la Normandie, pour ne pas les nommer, et on est content de voir que ça commence à frémir de ce côté-là et de créer des mini-coalitions en fait, régionales qui commencent à se mobiliser et à relier l'esprit de cette coalition, mais plutôt au niveau régional. Oui, parce qu'en fait, tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises vont être impactés par les nouvelles technologies. Tout à fait. Voilà. Et les petits patrons qui seront esselés, c'est pas évident. Donc c'est vraiment un réseau pour un maillage national pour changer tous les usages et toutes les pratiques. Exactement. Et nous, en fait, on donne un certain nombre de moyens. On essaie de médiatiser des bonnes pratiques pour inspirer. Et puis, on laisse surtout nos partenaires faire vivre cette coalition et faire en sorte qu'elle puisse prendre de l'ampleur et mobiliser le plus grand nombre, finalement. Alors, donc, on a mis en place un certain nombre d'actions qui peuvent se résumer en trois types. Bon, donc une sorte de séquençage par un calendrier un peu institutionnel où on organise des plénières à l'occasion desquelles un certain nombre d'acteurs viennent pour témoigner, pour essayer de médiatiser et de rendre public leurs bonnes pratiques, leurs projets. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième type d'action qu'on a lancé, c'est des actions de lobbying, j'ai envie de dire, un petit peu plus classiques, avec des prises de parole dans certains événements. On était par exemple présent à l'université d'hiver de la formation professionnelle en janvier dernier. On est présent aujourd'hui ici. Voilà, on a eu quelques retombées presse quand on a lancé la coalition. Et on a demandé des rendez-vous d'interface avec certains ministères pour pouvoir continuer à organiser un dialogue et pouvoir se faire le relais entre ce qui nous remonte du terrain et les différents ministères qui sont intéressés par le sujet. Et le troisième type de projet, donc c'est un projet plutôt à court moyen terme, c'est qu'on a lancé on est en train de constituer un groupe de travail proactif pour pouvoir travailler sur ce qui nous a été remonté comme un peu la priorité du moment, c'est-à-dire de travailler sur un socle. Alors, à défaut d'être commun, un socle cohérent de compétences qui est une sorte de référentiel qui, à l'instar de PIX par exemple, ou d'autres projets qui ont été déjà lancés par des fédérations professionnelles, puissent apporter à leurs salariés ou à leurs clients un certain nombre de compétences numériques de base. Donc on a constaté qu'il existait des initiatives et nous, on a comme objectif, comme ambition, de faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre ces différents sujets et qu'on puisse être capable d'en faire un tronc commun et d'organiser une interopérabilité entre les différents sujets, enfin les projets, pour que justement on casse l'effet silo et qu'on travaille en transversal sur ce sujet-là. Voilà. Bon, de belles initiatives, merci beaucoup. Alors je vais donner la parole à Madame Van Huntelen. Qu'avez-vous mis en place, vous, au sein de votre pays ? Tout d'abord, merci, et je vais essayer de partager le temps avec ma collègue, donc limiter ma réponse. On mord un petit peu, on a déjà commencé un peu. Peut-être partager quelques réflexions que j'ai notées. Tout d'abord, quand on parle de compétences numériques en Belgique, ce n'est pas qu'un élément. Ça fait partie de l'agenda numérique BE et qui a une orientation aussi bien sur toute la partie sécurité, sur toute la partie digital infrastructure,
sur toute la partie gouvernement numérique que sur la partie entrepreneurship, digital business, que la partie compétences. Parce que je crois que juste mettre un focus compétences tout seul, c'est peut-être un peu limité. Premier élément. Deuxième élément, quand on a commencé en 2011, je crois, on parlait encore de ICT skills. Et je suis très contente d'aujourd'hui qu'on parle de compétences numériques ou de digital skills, juste pour que ce que Gilles a déjà dit, on parle de beaucoup plus d'apprendre à coder ou de la partie technologie, ce qui est très important, et on en cherche dans l'industrie certainement, mais aussi des compétences d'innovation, créativité, collaboration, création d'un nouveau écosystème. Il ne faut pas oublier que le concurrent pour l'industrie ne vient pas de son industrie lui-même. Et donc, c'est pour ça que ces compétences nouveaux, toi tu les appelles soft skills, pour moi c'est assez critique pour faire fonctionner le business, fait aussi partie du cadre de développement de compétences numériques. Et donc, ce qu'on a fait pour la Belgique, c'est, il faut savoir que les compétences numériques, on touche à beaucoup de personnes, il y a des gens très sensibles. Et je prends ceux qui sont responsables pour le système d'éducation, ils disent que à quoi tu te mêles, l'éducation c'est ma responsabilité, donc il ne faut pas t'en occuper. Ceux qui gèrent les sociétés, ils ont dit mais c'est ma vision, donc on est quand même dans un terrain qui est transversal et qui touche à beaucoup de responsabilités existantes. Et donc, ce qu'on a fait pour pas être trop agressif, on a fait un projet sur base de l'âge de la personne. Et donc, de commencer avec des activités très tôt, parce que tout le monde dit que coder dans l'apprentissage des gens très petits, c'est très important. Pour les étudiants, pour travailler sur les autres écoles et les universités, où on a quand même encore quelques soucis, parce que le contenu du curriculum d'une université pour les éducations d'un avocat n'a pas changé il y a 60 ans. Et donc, ça veut dire que 45% des étudiants qui ont terminé leurs études, on sait déjà d'avance qu'ils n'ont pas les bonnes compétences cette année-ci. Ils n'ont pas de compétences artificial intelligence ou blockchain ou whatever. Et donc, jusqu'à un dernier moment, qui est le fameux lifelong learning. Pour citer des chiffres, 65% des jobs qui existent aujourd'hui n'existeront plus tels quels dans 2 ans, 2020. Et avant qu'on se rend tout dépressif cet après-midi, je n'ai pas dit qu'on aura 65% moins de jobs, mais je dis que ma fonction à moi comme CEO d'une société demandera d'autres compétences. Et donc si je ne m'oblige pas à me développer moi-même, je n'aurai effectivement pas de valeur ajoutée dans la société pour qui je travaille. Donc c'est aussi une responsabilité des entrepreneurs de ce que moi j'appelle sustainable entrepreneurship, de s'occuper à développer ses employés avec des compétences qu'ils auront besoin pour être relevants dans le futur. Donc c'est quand même un domaine un peu plus large. Maintenant, pour revenir sur National Coalitions, on a démarré un peu plus tôt que la France. Donc quelques expériences à partager. Je crois que apprendre à se connaître est déjà un premier élément. On a fait le premier Digital Skills Fairs, pas pour présenter tout ce qu'on avait, mais pour présenter ceux qui avaient des activités avec une orientation développement digital competence, l'un avec l'autre, parce qu'on a beaucoup d'initiatives en Belgique. On a des gens très passionnés, mais ils sont souvent très petits. Et donc c'est mieux de les regrouper dans des initiatives qui vont prendre un peu plus d'ampleur, donc éventuellement une orientation régionale ou une orientation sur un développement spécifique. Et c'est aussi important parce que la nouvelle commissaire Gabrielle de la Commission, qui est pour l'instant très motivée à voir et soutenir des actions très concrètes, et elle est à la recherche de comment est-ce qu'on peut répéter des initiatives qui sont organisées dans les différents pays européens dans les autres pays. Et j'en prends un exemple, pour ceux qui connaissent, Coder Dojo, c'est une initiative qui a démarré, je crois, en 2013, dans différents pays. On n'a fait que la majorité des pays répètent ce même projet dans les différents pays. Et donc, ça, je crois que c'est certainement en ligne avec les objectifs de la nouvelle commissaire. Premier élément. Deuxième élément, c'est toute la partie inclusive. On est très bien en train de créer un gap entre ceux qui font partie de ce digital world et ceux qui n'ont pas les bonnes compétences. Et ça touche les âges, toutes les cultures, toutes les couches de la société. On a vraiment besoin d'avoir des orientations
inclusif. Et c'est pour ça en Belgique qu'on a créé ce qu'on appelle le Digital Belgian Skills Fund, où avec un peu de support du gouvernement, on soutient les initiatives avec des critères spécifiques. Orientation des jeunes, de préférence ceux qui sont des drop-outs de systèmes classiques éducatifs, et on les met dans des formations avec des compétences numériques et on fait un guidage pour les aider à trouver du travail par après. Donc pour essayer d'avoir des pourcentages de non-emploi pour les jeunes qui sont un peu mieux de celles qu'on a aujourd'hui. Un deuxième exemple, c'est qu'on a démarré, il faut s'imaginer, on prend c'est les gares du Nord ici, hein, à Paris. On prend la gare du Nord, nous on avait la gare du Midi à Bruxelles. Dans la gare du Midi, dans le bâtiment de la gare, qui est très facile, très inclusif, très open, tout le monde peut accéder facilement. On a démarré dans ce bâtiment avec la collaboration des chemins de fer, à peu près une soixantaine d'initiatives qui sont physiquement hébergées et qui peuvent aller de développement de compétences dans tous les sens, mais ça peut aussi être des start-up, donc un peu un rôle d'incubateur. Ça peut aussi être des gens qui aident les jeunes à faire du coaching pour trouver le chemin dans la nouvelle économie de demain. Et donc ça commence, comme c'est très accessible aux citoyens, ça commence aussi à très bien fonctionner. Et puis un dernier exemple, c'est qu'on va annoncer dans une semaine ou deux un digital baromètre. Et pourquoi on a fait ça? Vous vous imaginez, vous achetez un frigo, il y a toujours des flèches rouges, oranges, jaunes. Nous, on veut mesurer, on veut donner l'occasion aux citoyens en Belgique de se mesurer ses compétences numériques. Et donc, est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que je suis vert? Mais on ne va pas s'arrêter là. Si il ou elle est dans le rouge, on va aussi l'aider à quels sont les domaines de développement que vous pouvez accéder. Et on va les mettre en contact avec toutes les initiatives du National Coalition à travers du site Digital Champion BE, à se mettre en contact avec les initiatives de la National Coalition. Et comme ça, on a un peu un cercle rond. C'est d'un côté, on stimule les citoyens de devenir responsables pour le développement personnel individuel, mais deuxièmement, de les aider à les orienter un tout petit peu vers où est-ce que ça peut aller. Et troisièmement, c'est de réactiver les initiatives qui se sont engagées dans la National Coalition pour effectivement avoir les étudiants futurs dans le cercle. Merci beaucoup. Les étudiants futurs, mais aussi, est-ce que vous êtes intervenu au niveau de l'éducation nationale, la formation initiale aussi? Oui. Oui, donc c'est plus lentement. Hein. Donc dès qu'on parle au niveau des institutions, il faut s'imaginer que moi je suis quelqu'un qui est très orienté, très résultat, que là j'ai dû apprendre un peu de patience. On évolue, on a un projet maintenant qui s'appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ce qui est bon. Mais ce qui manque énormément, c'est une orientation pour les femmes. Et donc, je m'explique, 50% de la population est féminine. On a un très mauvais branding si on continue à dire STEM ou ICT parce que ça ne reflète pas la réalité qui est la société numérique. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas d'éducation ingénieure. J'ai une éducation, normalement, d'éducation physique. Et donc, je suis convaincue qu'on peut réorienter les femmes avec leurs compétences féminines, qui est effectivement gestion de projet, la collaboration, l'innovation, créer l'écosystème, donc toutes les compétences numériques qu'on a. Et donc, on n'a pas assez d'orientation féminine dans la transformation de système éducatif. C'est vrai qu'il s'ouvre un champ d'opportunités pour elle avec le numérique, c'est une évidence. Merci beaucoup. Donc, Madame Hidalgo, maintenant, je vais vous donner la parole pour expliquer les avancées en Espagne, au sein de la coalition espagnole. Oui, merci beaucoup pour l'invitation de venir ici. Now I will speak in English. Je vais maintenant parler en anglais, car mon français n'est pas terrible. Okay, so thank you very much for the invitation and giving Ametic the opportunity to be here in this interesting conference. So first of all, I would like to speak a little bit about my organization. I work for Ametic. L'organisation, je travaille pour Ametic. C'est une association pour les TIC. Et nous travaillons dans le secteur des électroniques, des
communication, de télétechnologie et télécommunications. Nous représentons un groupe de 230 membres, 230 entreprises directement, mais nous sommes en lien avec 1500 parce que certains de nos membres sont également des associations regroupant plusieurs membres. Nous participons à 26 groupes de travail au sein de notre association. Nous traitons différents sujets dans le cadre de ces groupes, par exemple les technologies telles que celles impliquées dans la blockchain, la cybersécurité, le big data, l'intelligence artificielle. Nous avons un autre groupe de travail, un autre ensemble, je dirais, de groupes de travail qui met l'accent plutôt sur les questions d'intérêt général, la transformation digitale numérique, l'internationalisation également. Et puis nous avons un autre groupe qui travaille sur les écosystèmes numériques. Là, on évoque la question des voitures autonomes, des smart cities, des villes intelligentes et bien sûr des talents numériques. En ce qui concerne ces talents numériques, chez Emetic, cette question est essentielle. L'Espagne est classée 14e dans l'indice de la société et de l'économie numérique lancé par la Commission européenne. L'année dernière, nous avons progressé depuis un an dans tous les domaines, sauf en termes de capital humain. Et donc, nous voulons bien sûr inverser cette tendance concernant le capital humain. Donc, nous avons établi un comité, un groupe de travail, dans un groupe de travail qui s'appelle l'Alliance pour le développement des talents numériques, avec 5 sous-groupes qui abordent des questions comme l'éducation 4.0, la création de contenu, les relations au travail, la certification également. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes une entité effectivement au centre de l'écosystème numérique en Espagne et j'aimerais signaler à cet égard que nous sommes également le point de contact national de campagne européenne précédente, qui s'appelait les compétences numériques pour l'emploi. Nous avons eu cette compétence pendant 5 ans. En mars de l'année dernière, donc il y a un an, notre entité a été nommée secrétaire de la coalition pour l'Espagne. Cette coalition numérique, son rôle est de connecter tous les acteurs, je dirais, de l'écosystème numérique, le secteur privé, l'administration, l'enseignement, la société civile et les organismes sociaux également. Le but de cette coalition est d'encourager également l'administration espagnole à mettre au point des services et des dispositifs qui vont permettre de populariser les talents, enfin les compétences et d'augmenter les compétences, je dirais, numériques en Espagne. Nous travaillons donc auprès de 162 entités, comme j'ai pu le dire. La plupart sont des entreprises des TIC. Il y a également 48 autres entités qui appartiennent à l'enseignement. Des universités, des écoles, des instituts de formation professionnelle, entre autres. Ensuite, nous travaillons également avec des points de contact en fait, dans l'administration, que ce soit les gouvernements régionaux, les collectivités locales, le gouvernement national également. Nous avons également des rapports avec 29 fondations, associations, ONG, et également nous sommes en lien avec 4 entités que je dirais sociales, c'est-à-dire principalement des syndicats. Donc, nous sommes au centre du jeu, pour ainsi dire, et nous travaillons dans différents domaines. Si je puis les énumérer rapidement. Alors, vis-à-vis de notre travail avec l'administration publique, comme je l'ai dit auparavant, l'un de nos principaux buts, je dirais, de vocation, c'est d'inverser la tendance dont j'ai parlé, c'est-à-dire, nous voulons encourager l'adoption, je dirais, de compétences numériques parmi la population espagnole. À l'heure actuelle, le ministère de l'Énergie a lancé sa stratégie numérique. Ils veulent faire progresser, bien sûr, l'économie numérique en Espagne. Dans ce but, leur stratégie
est une stratégie pour une Europe smart Spain, l'Espagne intelligente. Et dans ce cadre, notre coalition a établi un rapport qu'elle lui a soumis justement à l'administration publique, au ministère, une sorte de manifeste justement que nous avons produit à cette occasion. J'y reviendrai. Nous travaillons également avec le ministère du Travail qui, très bientôt, je crois le mois prochain ou dans 2 mois, va lancer un appel à hauteur de 60 millions d'euros qui permettra de financer des formations en numérique pour les Espagnols. Nous travaillons, comme je l'ai dit, avec des organismes, des instituts de formation qui vont bien sûr profiter et s'inscrire à plein dans cette campagne d'investissement qui portera sur le cloud computing et autres compétences également numériques. Il y a également un fonds à hauteur de 45 millions d'euros dédié à la promotion des compétences numériques. C'est donc un autre programme, un programme qui s'appelle Young Employment, qui qui est doté à hauteur de 20 millions d'euros qui met en avant 82 domaines de formation pour encourager, je dirais, la formation dans les provinces espagnoles. Il y a également un autre programme plus réduit à hauteur de 2 millions d'euros qui vise à financer des coûts de formation pour les étudiants. Les étudiants payent la moitié des coûts et il y a un abondement de la part des pouvoirs publics. Voilà, l'autre aspect de notre activité, c'est la communication, la dissémination. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous et pour nos membres. Nos membres reçoivent régulièrement des informations concernant les appels à projets au niveau national et européen. Nous relayons également les dates de séminaires au niveau national ou au niveau européen et de webinaires. Par exemple, le 8 mars dernier, en l'occurrence, nous avons publié un communiqué de presse sur la question du fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des rémunérations, dans le domaine numérique. Nous participons à différents événements à cet égard. Depuis la création de notre coalition, en l'occurrence, nous avons participé à plus d'une douzaine d'événements sur ce thème. Nous allons lancer nous avons organisé, pour la création de notre coalition, nous avons organisé un événement auquel ont assisté de nombreux représentants de ministères nationaux qui ont évoqué ensemble justement les perspectives qui nous attendent en matière de compétences numériques, donc l'emploi, l'économie, l'industrie, le travail. Ces ministères étaient représentés à cette occasion. À l'occasion de cet événement, nous avons présenté notre manifeste dont j'ai parlé et je dirais que c'est devenu le 3e pilier de notre coalition. Nous travaillons, comme je l'ai dit, avec les syndicats. On les appelle, les principaux s'appellent l'UGT et les CCOO, Comisiones Obreras. Donc, ces syndicats ont participé à des groupes de travail qui ont travaillé sur ce manifeste pour les talents numériques, les compétences numériques. Donc ce manifeste contient un agenda qui permet de s'attaquer à toutes les couches, je dirais, de l'enseignement, que ce soit la formation professionnelle, la formation tout au long de la vie, la formation primaire, secondaire, à l'université également. Si vous voulez consulter ces documents, qui pour l'instant sont en espagnol, je suis désolé, mais vous pourrez les trouver sur notre site internet. Désormais, nous avons publié la première version de ce manifeste. Nous sommes déjà en train de travailler sur une deuxième version
qui sera diffusée à partir de juin auprès des groupes parlementaires de notre Assemblée et qui seront diffusées également auprès de nos partenaires dans le domaine universitaire. Enfin, si je peux arriver au quatrième pilier de notre organisation, à savoir l'organisation du premier concours, les Awards, pour l'innovation numérique en Espagne. Nous voulons mettre en avant, mettre en vitrine les innovations réalisées par des entités espagnoles en matière de promotion des compétences numériques à l'université, dans les écoles, etc. Nous avons établi 6 catégories pour ces awards, pour ces prix. Ils sont un petit peu copiés, je dirais, sur les récompenses qui ont été remises au niveau européen en décembre dernier dans un événement similaire. Il y a, ça concerne les professionnels des TIC, l'enseignement, les initiatives mises en œuvre pour les femmes et les jeunes femmes. Voilà, donc il y a tout un ensemble de catégories qui donnent lieu à des récompenses justement au niveau national. Cet événement aura lieu, cet événement grande ampleur, aura lieu de manière tout à fait publique. En l'occurrence, 300 PDG ont été invités, des représentants bien sûr de l'administration publique et du gouvernement espagnol seront présents, des représentants de la Commission européenne seront présents, Gabriel Marie dont on a parlé, nous espérons sa présence. Il y aura également des keynotes, discours de keynote. Nous bénéficions pour cet événement du soutien du ministère qui a lancé l'agenda numérique et cet événement aura lieu en la 2e semaine de juin à Madrid et bien sûr vous êtes tous invités à cet événement. Merci beaucoup. C'est très complet. Donc en fait, on constate que tout le pays font un maillage national et essaie de mobiliser un peu tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, les associations. Donc je vous remercie tous de votre intervention. Pour préciser qu'en France, il y a une plateforme qui existe aussi pour tous ceux qui ont envie de participer à cette coalition. Je crois que c'est French Digital Coalition. .fr. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter et à participer à cette coalition Dimension européenne. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.